Rebonsoir, messieurs et dames. Heureux de vous retrouver après la première partie du JDS. Voici la deuxième, qui est constituée du débat. Deux sujets. L'appel du président du Faso à une révolution scientifique et industrielle pour l'indépendance du Burkina Faso. On reviendra sur les enjeux et les défis. Et le deuxième sujet, c'est l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, sur fond de contestation. L'heure est à attendre les résultats. Et la question, c'est bien qu'est-ce que cela donnera en termes de taux de participation, donc de crédibilité. Nous revenons donc sur le premier sujet. Le 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FIRST en abrégé, s'y est ouvert mercredi dernier, mercredi 22 octobre à Ouagadougou, sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et cela s'est achevé aujourd'hui même. Et à cette cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a livré un discours fortement commenté cette semaine à l'endroit des chercheurs, inventeurs et innovateurs. Le capitaine Ibrahim Traoré a appelé à une véritable révolution scientifique, technologique et industrielle face à un monde en mutation rapide. Il a exhorté les Burkinabés à rompre avec la dépendance extérieure et à bâtir par eux-mêmes les fondements d'une souveraineté durable. Entre messages sans langue de bois, annonces et partage d'une vision, nous revenons sur ce moment avec nos invités que je vous présente. Nous sommes donc sur ce plateau avec Dr Olo Pepeyen. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Mamadou Kabré, il est le président du PIT Lanaya. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Un plaisir. Nous sommes aussi avec Dr Boukari Nebié du LISA. Il est aussi enseignant-chercheur parce que le sujet il est bien d'intérêt et il faut le préciser. Merci d'être avec nous, Dr Boukari Nebié. Merci. Il est surtout enseignant-chercheur. Si, surtout enseignant-chercheur. D'accord. Donc, j'ai mis déjà le décor, je l'ai planté avec cette sortie. Tout le monde a pu voir donc les vidéos de bout en bout puisqu'il y avait tellement d'éléments à l'intérieur. Un président qui n'a pas voilé ses mots, il a même précisé dès le départ, il faut dire les choses comme elles sont. Et déjà, quel regard vous avez sur ce discours que vous avez entendu de façon globale, avant de venir sur certains points? Je vais commencer par vous, docteur Nebié. Merci Vaha de l'invitation et de me donner la parole, de me prononcer sur le face-à-face entre à la fois le chef de l'État et les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les innovateurs, au cours donc de la cérémonie d'ouverture de la 15e édition du FIRST. Et c'est un événement biennal, donc le FIRST a cette année 30 ans. Il faut dire que moi j'ai apprécié le discours. C'est vrai, on pourrait y voir un certain nombre d'éléments qu'on pourrait juger peut-être le cadre ne s'y est pas pour que le président dise, peut-être tienne certains propos. Pourquoi? J'ai entendu cela parce que d'aucuns disent qu'il est face à des gens quand même qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils cherchent, qui sont des adultes. Donc il y a certaines interpellations qui devrait être un peu sous le sceau un peu de la diplomatie. Voilà, je l'ai entendu, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Parce que j'ai dit, l'avantage du chef de l'État aussi, c'est de prendre la parole et il ne se prononce pas sur un discours écrit. Certainement, si ce sont des discours écrits, il y a des choses qui allaient être très peaufinées, mais qui ne viennent pas du tréfonds du cœur de celui qui le dit. Mais là, ce n'est pas écrit. Donc, le président du Faso dit les choses telles qu'il les conçoit, telles qu'il les entend. Et je tiens aussi à rappeler que dans cette assemblée-là, il n'y avait pas que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les innovateurs seulement. Il y avait également des jeunes, donc des étudiants. Donc, il y a certains propos du chef de l'État qui étaient plus orientés vers ces jeunes-là, qui les interpellent. Par exemple, quand il parle des danses, tout le monde est unanime que danser comme un masque, ici le président ne faisait pas allusion aux enseignants-chercheurs bien sûr, mais il parlait là aux jeunes. Et ce sont des réalités où il nous interpelle en tant que jeunes. Les nouvelles technologies nous offrent assez d'opportunités, on peut y aller pour apprendre de ce que les autres font ailleurs et dupliquer si besoin était pour apporter quelque chose à notre société plutôt que d'y aller et puis s'adonner à des actes qui ne sont pas licites
qui ne sont pas de nature à nous aider en tant que jeunes à sortir de l'ornière. Mais le président interpelle aussi, par exemple, quand il pose des questions à savoir qu'est-ce qui fait qu'avant, nous étions capables d'apporter un certain nombre de contributions à notre société, qu'est-ce qui fait que les autres ont pu, il y a 100 ans, il y a 1000 ans de cela, arriver à obtenir un certain nombre de résultats dans le domaine de la recherche, et nous, apparemment, on n'en est pas capable. Mais cette interpellation-là, ça ne veut pas dire qu'au fond, on ne peut pas. Et je voudrais ici prendre quelques exemples. Lorsque vous prenez les sites de métallurgie ancienne, de fer, qu'on retrouve dans la région du Nord et du centre-Nord, je crois bien, qui datent du 8e siècle, qui montre la maîtrise de la technologie du fer par les Burkinabés. C'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est au Burkina Faso au 8e siècle. Quand vous prenez les ruines de l'Europénie, qui datent de 1000 ans aujourd'hui, et qui montrent comment les Burkinabés avaient la maîtrise en termes de conservation de l'or et dans le commerce transsaharien de l'or. Quand vous prenez la cour royale de Tiébélé, qui a été inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2024, qui date du 16e siècle et qui montre comment nos grands-parents avaient déjà maîtrisé un certain nombre de technologies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de, j'allais dire des siècles après, des dizaines d'années après, nous semblons être moins inventifs que nos grands-parents plutôt, d'il y a 1000 ans, du 8e siècle, du 16e siècle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons abandonné certaines de nos capacités. Et il faut le dire aussi, sur le plan politique, les dirigeants, à un certain moment, n'ont pas mis véritablement le curseur sur cet aspect-là, à savoir accompagner véritablement la recherche, l'innovation. Sinon, nous sommes capables, et d'ailleurs, avec le peu de moyens que nous avons, les chercheurs burkinabés, les inventeurs burkinabés font des prouesses, et certainement qu'on va revenir là-dessus en détail. Dans le détail, vous êtes revenu sur la question de forme déjà, en termes d'appréciation globale, en soulevant quelques points que vous ressortez déjà. On va revenir vers vous, Mabadou Kabré. Tout à l'heure, je pense que Dr Nebié revenait sur les interprétations que certains faisaient sur la forme de la sortie. Déjà, globalement, quel est le regard que vous avez sur ces échanges que vous avez vus? Plutôt, on va dire le discours, parce que c'était moins des échanges. D'accord, merci bien. Je pense que le chef de l'État est dans son rôle, en tant que premier burkinabé, de pouvoir interpeller une certaine catégorie par rapport à un certain nombre d'actes qui sont posés. Il n'est pas le premier en la matière. Je crois que le président Blaise Compaoré aussi a épinglé ceci à un moment donné, et surtout le capitaine Thomas Sankara, qui a dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc ça a posé la problématique de l'efficacité, en fait, de l'aboutissement de la recherche. Et interpeller ces messieurs, ces dames, aller droit au but pour leur dire de quoi ça retourne. Bon, je pense que sans langue de bois, pour ce conseil de l'homme, il était dans son biotope de parler ainsi. Et je trouve que c'est toujours bon, dans des situations de ce genre-là, de dire ce que l'on pense. Et quand on a un ministère qui s'occupe de ce volet pratiquement, et on fait des années sans trouver quelque chose, bon, c'est souvent difficile. Mais il faut justement, au-delà de ce discours-là, donner des missions. Dire que les orientations doivent être ceci, cela, pour qu'on aboutisse à ce que on a vu quelque part dans un fronton d'un lycée en France, qu'on a écrit, on y enseigne ce qu'on a découvert. Il ne faut pas que justement on soit là en train de rabâcher ce que l'autre a découvert avant. On ne va pas inventer la roue, on est d'accord, mais justement il faut qu'on sache si la roue doit être d'un diamètre 8 pouces ou bien doit être d'un diamètre de 24 pouces pour permettre justement de transporter les bidons d'eau et autres céréales avec cette fin de récolte. Donc le président était dans son rôle. C'est un secteur qui peut constituer en tout cas un levier pour aboutir à l'indépendance totale, à l'indépendance véritable du pays, et il faudrait que justement ça ne soit pas comme les tonneaux de Danaïde, on ne fait que remplir et ça ne se remplit jamais. Et effectivement, quand on voit la recherche, ça engouffre beaucoup d'argent. Et quand ça engouffre beaucoup d'argent, il faudrait qu'on arrive à aboutir à des résultats. Donc les interpeller de façon directe avec leurs élèves, avec leurs enfants, bon, ce n'est pas mauvais en soi. C'est à chacun justement de faire en sorte que dans 2 ans, que ce soit lui ou une autre personne qui va venir pour justement parler à ces chercheurs-là, qu'on puisse dire
dit, nous verrons dehors ce que nous avons découvert. D'accord. Docteur Lopé-Payen, de façon générale aussi, le regard que vous avez eu sur cette sortie-là du président. Ok, merci. Bon, cette sortie du président, moi je vois ça comme enfin, un rendez-vous avec les chercheurs, où le chef de l'État s'est adressé directement donc, aux chercheurs, aux innovateurs, aux enseignants, ou du moins le monde du supérieur de façon générale. Et dans son discours, je pense que le chef de l'État est dans son rôle, en tant que premier responsable de ce pays, d'interpeller la recherche et les chercheurs. Voilà, et je pense que nous ne sommes pas les seuls qui ont été interpellés. À chaque fois que le chef de l'État prend la parole, il interpelle toujours les Burkinabés, en tout cas au sens du devoir, au patriotisme, à l'engagement, pour vraiment qu'on puisse sortir de ce pays-là, de la situation dans laquelle nous sommes. Donc en tant que président, je pense que il est normal que, en fait, il attire l'attention des chercheurs sur la nécessité ici que nous redoublons d'efforts, surtout que nous ayons à l'esprit ici d'innover, voilà, de partir de nos ressources, voilà, pour essayer donc en tout cas d'avoir des résultats qui puissent nous permettre d'avancer, au lieu d'être là chaque fois à vouloir importer ce que les autres ont découvert, ce que les autres ont déjà fait. Donc ici, le chef de l'État a fait le lien entre la recherche et la souveraineté, la quête de la souveraineté dans laquelle donc, nous sommes aujourd'hui. C'est ce que je retiens. Et donc la recherche doit être orientée vers la recherche de la souveraineté dans laquelle nous sommes, et aussi avoir beaucoup plus l'esprit d'innovation, l'esprit créatif, l'esprit inventif. Il a pris beaucoup d'exemples, voilà, pour montrer que nous avons des capacités. Voilà. Mais il faut que nous-mêmes nous prenions conscience de ça et que nous disons que nous n'allons plus être là en train d'attendre que les autres viennent nous donner les résultats de ce qu'ils ont fait. Mais nous-mêmes, nous devrons nous mettre à la tâche. Nous devrons donc nous donner les moyens, en tout cas, de pouvoir, c'est-à-dire que, en tout cas, faire des efforts pour innover, pour trouver, afin de pouvoir donc atteindre les objectifs de la souveraineté que nous sommes fixés. Voilà ce que moi je retiens globalement de ce qu'il a dit. Et effectivement, moi au début, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits, quand tu dis que tu es chercheur, on te rappelle ce que Sankara avait dit. Ah, que tu es chercheur. Ah, que Sankara avait dit que les chercheurs qui cherchent, on les trouve, et les chercheurs qui trouvent, on les cherche. On suppose, au moins, on espère que toi, tu as déjà trouvé. Voilà. Ou bien on dit, bon, toi, tu dis que tu es chercheur, tu as trouvé quoi? Bon, fréquemment, les gens, voilà. On dit, mais justement, vous-même, vous trouvez quoi? Mais justement, docteur, moi j'ai deux chercheurs qui sont sur le plateau, parce que le ton il a été assez direct. Quand on regarde, le président a dénoncé, en tout cas sans détour, il a dit, un peu la paresse intellectuelle, le consumérisme qui freine le développement du continent. Je prends ces mots. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, il faut se demander pourquoi elle est aujourd'hui derrière. Alors qu'on a des chercheurs à dire que bon, c'est peut-être le fruit de la recherche qui ne sont pas assez vulgarisés, ou bien il faut avoir une autre vision, repenser comment est-ce que nous-mêmes travaillons sur notre matière, parce qu'il a dit au centre, enfin, il faut aller vers une logique d'autosuffisance collective. Et cela va avec une recherche qui soit adaptée au combat de souveraineté dans lequel on est. Est-ce que vous y êtes? Parce que quand on écoute les discours, il est à la fois clair et direct. Oui, mais là, le chef de l'État ici a étalé sa vision de la recherche en tant que premier responsable de ce pays. Voilà, et c'est ce que je disais. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on peut supposer que nous sommes en retard? Là, si on doit situer les responsabilités, il faut dire que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Nous avons une grande part de responsabilités, certes, mais aussi le politique a une part de responsabilité. Je m'en vais prendre un exemple tout de suite. Depuis des années 90, avec les programmes néolibéraux qu'on nous a imposés, quelle a été la place de l'enseignement de la recherche dans ces programmes-là? Pourtant, ce sont des programmes qui ont été conçus pour nous permettre de nous développer. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais quelle a été la place et le rôle de la recherche dans ces programmes? Mais la vision économiciste de ces programmes-là avait réduit un peu, c'est-à-dire que la part de la recherche, en disant que non, c'est des secteurs qui ne sont pas productifs, porteurs, et qui ne peuvent pas contribuer à un certain équilibre macroéconomique ou je ne sais quoi là, alors que les économistes précisent ma pensée. Voilà. Donc, voilà des politiques qui sont venues et qui ont privilégié les secteurs qui sont porteurs, qui peuvent permettre d'atteindre un équilibre macroéconomique.
Mais la recherche et autres, la santé, tout ça là, c'est des secteurs qu'on a jugés budgétivores ou qui ont été mis de côté. Mais voilà une vision de développement qu'on nous a imposée, mais en réalité qui ne pouvait même pas nous permettre de nous développer, parce que comme je l'ai dit, ceux qui ont conçu ça, ces programmes-là, allez-y chez eux, quelle est la place qu'ils ont accordée à la recherche? La recherche occupe une place de premier plan. Et c'est même grâce à la recherche qu'ils arrivent à dominer les autres. Mais quand ils viennent chez nous, ce qui les permet de se développer, de nous dominer là, quand ils viennent chez nous, ils mettent ça en veilleuse. Donc c'est pour dire que c'est là que je dis qu'il y a une part de responsabilité, mais tout est une question de politique. Si on nous impose une politique où la recherche est mise au second plan, mais ne soyez pas étonnés qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, il faut mettre une politique en place qui puisse donner en tout cas une première place à la recherche, parce que la recherche c'est la locomotive de la société. Voilà, il faut qu'on comprenne cela. Donc nous avons une part de responsabilité. Peut-être que nous ne produisons pas suffisamment, il faut le dire, mais aussi il y a les politiques qui ont fait de nous des victimes. Voilà. Et aujourd'hui, si on doit dérouler une vision ou un programme de la recherche en lien à la souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut commencer à déconstruire les programmes d'ajustement structurel qu'on nous a imposés. Il faut commencer à les dénoncer et à élaborer des programmes qui puissent remettre en cause ces programmes-là et mettre en avant la recherche scientifique, l'innovation et autres. C'est ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand le chef de l'État fait le lien entre recherche et souveraineté, quand même, ça me permet de dire que, on peut dire quand même que, en tout cas, le chef de l'État a cerné l'enjeu de la recherche dans le combat pour la souveraineté, l'enjeu de la recherche comme un levier, un secteur stratégique pour, en tout cas, aller vers le progrès. D'accord. Voilà. Je vais permettre, avant que vous ne réagissiez, je vais permettre, Mme Gabri, à ce que Dr Nibié lui aussi donne son regard là-dessus. Parce que c'est une question qui est assez claire. Le président dit, on part d'un constat. Afrique, berceau de l'humanité, on sait que la plupart des grandes découvertes, de ce qu'on a comme invention, vous le disiez tout à l'heure, ce sont d'abord des traces africaines. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que nous sommes derniers. C'est ce que le président a dit. Comment ça se fait? Alors qu'on a des chercheurs, on a des penseurs, on a des personnes dont le travail, c'est de tirer la masse vers le haut, de par les découvertes qu'ils font, de par le travail qu'ils mènent. C'est une interpellation directe. Oui, vous savez, dans ce que Dr Olo a dit tout à l'heure, il y a assez d'éléments là-dedans. Et je voudrais encore peut-être réinsister sur certains aspects qu'il a tout à l'heure évoqués. Les passes. Des programmes d'ajustement structurel dans les années 90. Mais on a défini des secteurs dans nos pays. Quand on dit on l'a, les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI notamment, ont défini des domaines dans notre pays où on a estimé que nos pays n'ont pas besoin de développer ces secteurs, ces domaines-là. Et ces domaines-là, il y a l'enseignement supérieur fait partie, la recherche fait partie. Et nos dirigeants y ont cru et ont accepté d'adhérer au PASS. Conséquence, on a désagrégé ces domaines-là. On a fait en sorte que ce soit des domaines où le pourcentage de notre budget qui puisse être alloué à ces secteurs-là ne représente qu'une portion incongrue. Conséquence, vous voulez que les chercheurs cherchent avec quoi? Avec des pioches? Ce n'est pas possible. C'est cela la réalité. C'est pourquoi il a dit, et je l'avais dit également, c'est une question de vision politique. Et je suis d'accord quand le grand frère Cabré disait tout à l'heure, c'est aux dirigeants, c'est aux politiques de donner les orientations. Quand le politique donne des orientations et met des moyens, les chercheurs savent où est-ce qu'on veut que nous allions et il y a les moyens, on va y aller. Mais si le politique ne donne pas les orientations, si le politique n'a pas la vision qu'il faut, et pire ou mieux c'est selon, si le politique ne se résout seulement qu'à donner des orientations sans donner les moyens, on ne peut pas travailler. Il a dit tout à l'heure, les pays développés qui nous ont dit, ou pays dits développés qui nous ont dit qu'il y a des domaines que nous devons reléguer au second plan là. Et parmi ces domaines, ils ont inscrit la recherche, la technologie, l'innovation là. Ces mêmes pays se sont bâtis sur ces domaines là pour accéder à leur niveau de développement aujourd'hui. Mais on nous dit, et nous y acceptons,
C'est pourquoi ici, moi, je salue la vision du chef de l'État qui au moins a posé le diagnostic lui-même et reconnaît que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et technologique, l'innovation sont des domaines aujourd'hui qui devront participer de la quête de souveraineté de notre pays. Et certainement, comme il a lui-même fait le diagnostic, il va mettre les moyens. Et du reste, lors de la cérémonie d'ouverture en question, il a annoncé la création de l'agence Faso Bangré, qui sera une sorte de Silicon Valley, où justement on va mettre les moyens pour permettre à la fois à ceux qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, et ceux aussi qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont des génies de notre pays, de pouvoir avoir les moyens qu'il faut pour affiner leurs idées et nous sortir des inventions, des technologies qui puissent aider le Burkina Faso dans sa souveraineté. Le chef de l'État a dit, la révolution, elle est aussi politique, elle est économique, mais elle est aussi scientifique. Moi, je dirais même qu'elle est plus scientifique. Parce que sans la recherche scientifique, il n'y a pas de révolution. D'autant plus que le président a dit que la révolution, là, c'est la formation, non? Si on n'est pas formé, on ne peut pas être un révolutionnaire. La formation, c'est quoi? Ce sont les chercheurs qui vont chercher qui vont imaginer, qui vont penser et qui vont proposer les voies et moyens, les pistes par lesquelles on peut sortir. Sinon, mais la boutade de Thomas Sankara dont on parle là, elle n'est pas de Thomas Sankara. Charles de Gaulle, qui l'avait dit avant Thomas Sankara. Donc Thomas Sankara n'a fait que reprendre ce que Charles de Gaulle avait dit en France, à savoir que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais ça, je dirais que c'est un mauvais procès d'ailleurs qu'on fait aux chercheurs burkinabés. Au Burkina Faso, on cherche et on trouve. Malheureusement, vous l'avez évoqué ici, la question de la vulgarisation. Ce n'est pas assez vulgarisé. Allez-y à l'IRSAT, allez-y au CNRST, allez-y à l'INES, à l'INERA, vous allez voir ce que nos chercheurs trouvent comme solution à nos problèmes endogènes. Mais si ce n'est pas vulgarisé, on fait comment? Et du reste, je salue un de mes cousins, Nebié Karim, docteur Nebié Karim, qui est le chef de la station de Farakoba, qui a été lauréat lors de cette 15e édition-là. Donc c'est un honneur pour les Nébiés aussi. D'accord. Vous vouliez réagir, Mamadou Cabri? En fait, c'est pas parce que j'ai la casquette de politicien que je vais réagir, mais disons les choses clairement. Les chercheurs, dans cette responsabilité partagée-là, ils ont au moins 80%. Expliquez-nous. Non, j'arrive. Parce que la question des passes là, si vous regardez, il n'y a pas qu'en Afrique, notamment au Burkina, qui a eu les passes. Au même moment où les institutions finançaient la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, pour la culture du palmier à huile, les pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine bénéficiaient du même programme. Mais c'est d'Asie qu'on nous envoie de l'huile de palme rouge de très bonne qualité, moins cher que l'huile du Nord et Aya qui viennent de la Côte d'Ivoire. On va pas citer de... Non, mais allons-y. D'accord. Que des huiles qui viennent d'à côté, à 1000 km, qui nous envoient des savons dermatologiques et autres là, de côté. Parce que eux, ils ont compris une dynamique. Au moment où on met les politiques sous coupe réglée, eux, en tant qu'intellectuels, ils se sont émancipés, ils sont sortis de ce joug-là pour jouer sur un autre terrain afin justement de propulser la recherche. Ça, c'est un problème. Ensuite, on oublie qu'en quelque sorte, on a bureaucratisé la plupart des emplois de la recherche. Ça va être difficile. Samsung, qui a découvert les télés et autres là, il n'était pas dans un bureau tout donné. Il achetait ses téléviseurs, il achetait ses radios, il les démontait au fur et à mesure pour voir le système de l'écran, le système de haut-parleur, ici et cela. Mais lorsqu'on a des gens qui ont un salaire, qui est attitré, ça va poser un problème pour qu'ils en trouvent. Ensuite, ce que vous oubliez, dans la question de la recherche, je suis d'accord avec ce que Nebi a dit. Moi, je suis dans l'agro-pastoral. Je vois au niveau des fruits de la recherche, en matière de semences, en matière de production, etc., il y en a. Mais ce que vous oubliez, dans leur milieu, il faut également les décoloniser mentalement. On a vu ici des chercheurs qui ont trouvé des produits médicinaux. Mais d'autres chercheurs de la santé se sont levés, boucliers, et ils ont tout fustigé. On a vu des sorties où on a découvert des mécanismes. D'autres chercheurs ont démonté ça.
J'en sais quelque chose parce que je discutais avec le professeur Laya Sawadgo, puisque j'étais chargé des questions éducation, sciences et littérature au niveau de la radio nationale. Mais on a évoqué ces questions, on ne trouve pas de solution. Il y a aussi cette question même, quand on parle de démentaliser leur comportement. On préfère toujours les choses qui viennent de l'Occident qu'autre chose. Moi, je suis dans mon endroit, je ne fais pas 1 heure le matin sans qu'au moins 3 personnes ne viennent me demander un arbre pour cueillir les feuilles, les fleurs ou enlever l'écorce. Mais c'est des valeurs médicinales. Mais si vous parlez de ça en médecine, quelque part, là, on va vous dire non, que ça ne donne pas de résultats. Il n'y a pas de dosage, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, il y a un ensemble de choses pour lesquelles il faudrait qu'eux-mêmes, chercheurs en tant que tels, non seulement ils cessent d'être dans un monde de requins où celui qui a découvert, si ce n'est pas eux, ils cherchent à le dévorer. Il faut qu'ils cherchent à quitter dans un milieu où ils pensent que ce qui est déjà homologué, venant de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne, c'est ça qui est le standard. Il faut qu'également, eux-mêmes, ils s'apprennent à dire, mais les chercheurs, la plupart sont des enseignants. Si un élève, il n'a pas 10 de moyenne, il est quoi? Il est exclu ou bien il redouble? Mais si ils font 1 an, 2 ans, ils ne trouvent pas, on doit faire quoi? On ne peut pas garder le système qui est là, qui bouffe l'argent, qui consomme l'argent pour rien. Donc la part des uns et des autres là, je ne vois pas en quoi on peut se noyer tout en étant à la berge, et c'est celui qui est sur l'eau qui ne se noie pas. C'est eux qui sont les chercheurs. Eux, ils assument la plus grande part de responsabilité s'ils décident. Et je termine par là, je me rappelle encore au moins des passes. Nous, on a rencontré Mme Juliette Boncourt en tant que syndicat des journalistes. Mais elle nous a dit qu'elle était contente de nous recevoir parce qu'on a posé des problèmes et que s'il n'y a pas ça, lorsqu'elle se rend aux États-Unis, aux institutions de Bretton Woods, on veut les faire avaler tout. Mais le fait que les syndicats soient dynamiques à l'intérieur, contestent certaines choses-là, elle ne peut pas aller négocier, elle ne peut pas aller accepter ce que l'Occident dit. Mais quand on dit qu'on a pris une mesure, aucun chercheur ne dit « Ah non, vous ne pouvez pas exclure le secteur ». Seul Bado Laurent que j'ai entendu dire, à l'époque, il a dit « Non, quand on dit que les secteurs sociaux là ne sont pas importants, etc., on ne recrute pas, on ne fait pas ci. » Au niveau du droit, dans un état de droit, il faut qu'on ouvre la vanne. Et c'est là qu'on a commencé à recruter les gens au niveau de l'INRF ou à prendre des gens pour être des magistrats et autres. Mais si personne ne défend sa chapelle, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais c'est plus facile de simplifier les choses parce qu'il n'y a pas de résistance. Oui, Boukari Nebié, je pense que vous êtes interpellé directement. Oui. Docteur Lo aussi, mais vous commencez, Nebié. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et dans ce que Mamadou Kabir a dit tout à l'heure, je suis d'accord quand il parle qu'il faut que la décolonisation là, des mentalités au niveau des chercheurs, des enseignants-chercheurs, je suis tout à fait d'accord. Okay. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, moi, d'ailleurs, je suis de ceux-là, d'ailleurs, que certains collègues fustigent, parce qu'on estime que vous accompagnez une dynamique qui n'est pas issue de la... qui ne vient pas de la voie normale. Mais moi, je suis de ceux-là qui estiment qu'il n'y a pas de honte aussi à être un intellectuel, à être un diplômé, à être un enseignant, chercheur ou chercheur, et de soutenir une dynamique, surtout quand cette dynamique-là tend à apporter à votre pays ce dont le pays a besoin. Et vous dites tout à l'heure, les pays qui sont pays voisins, par exemple la Côte d'Ivoire, au même moment où ces pays-là étaient assujettis au programme des passes. Mais ils ont pu à côté développer. Mais on parle de souveraineté, non? Aujourd'hui, allez-y, que ce soit à l'université Joseph Kizerbo, à l'université Nazi Boni, à l'université Thomas Sankara, Norbert Zongo, Yembila Abret-Togoyini. Vous allez voir des chercheurs, des anciens chercheurs qui y sont, qui développent des initiatives, et dans leur laboratoire là, aucun élément ne vient de l'État. C'est par leur, je vais dire quoi, initiative personnelle qu'ils ont pu avoir des financements de l'extérieur. Celui qui finance là, est-ce qu'il ne va pas dicter votre recherche? On se comprend, non? C'est pour dire que si l'État n'accompagne pas, les chercheurs peuvent développer d'autres initiatives pour avoir des financements de l'extérieur. Mais ceux qui vont les financer plutôt, ils vont orienter leur recherche. Donc si aujourd'hui on veut véritablement que la recherche serve à la souveraineté, il faut que l'État mette les moyens. Vous le disiez tout à l'heure, déjà la recherche c'est pas seulement dans le bureau, oui, mais la recherche là, quand on finit le terrain, on vient dans un laboratoire et puis on affine ce qu'on a appris sur le terrain, ce qu'on a trouvé sur le terrain.
moi je ne veux pas, et quand je le dis, ce n'est pas le régime actuel, ça date de longtemps. Il y a des laboratoires à l'université qui n'ont pas le moyen qu'il faut, comme je le disais, mais il y a aussi des laboratoires qui n'ont même pas un local où travailler. Nous, notre laboratoire n'a pas un local physique où travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des enseignants, même si ce n'est pas un laboratoire, au moins un bureau où ils travaillent. Ils sont combien à l'université qui n'ont pas de bureau, qui sont enseignants-chercheurs. Quand ils quittent l'amphi, c'est dans sa maison. On fait comment? Donc il y a un sérieux problème de moyens. Aussi, des réalités. Donc aujourd'hui, mais quand même, on salue l'initiative du chef de l'État qui certainement écoute bien le ministre de l'enseignement supérieur qui pose les problèmes, et je pense que la question de quintupler, n'est-ce pas, les prix des trois premiers prix du chef de l'État là, répond à cette logique-là. Et ce n'est pas tout, parce que avant d'être primé, il faut aussi qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent avoir les résultats qu'il faut. Et je crois que le chef de l'État, comme il a pris l'engagement que l'année prochaine, assez de moyens seront mis dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la technologie, certainement que ça va aider. Sinon, véritablement, nous cherchons et nous trouvons. J'allais terminer sur un aspect. Le grand frère Olo a dit tout à l'heure que, en termes de production, on peut revoir. Mais moi, je nuance un peu. Il y a assez de production. Il y a assez de production. Qu'est-ce que les productions si elles n'ont pas les effets escomptés? Justement, peut-être que ces productions-là ne répondent pas efficacement aux besoins pressants des populations. Sinon, il y a des productions, mais encore une fois, c'est le politique qui donne les orientations et qui donne les moyens. Que le chef de l'État dise, je veux que dans 5 ans, les chercheurs burkinabés nous trouvent la solution à un tel problème particulier et mettre les moyens. Vaha, vous êtes pressé, il va terminer là-dessus. En 2021, dans le cadre de la lutte contre la Covid, quand le ministère du Commerce a remis autour de 400 millions de francs CFA à l'IRSS, donc l'Institut de recherche en de la santé, quelques mois plus tard, cet institut-là a produit du paracétamol et on a remis des milliers de paracétamol au ministère de la Santé et également de la chloroquine. C'est parce qu'on a mis les moyens. Et c'est parce que le politique avait voulu qu'on aille dans ce sens. Mais si le politique ne le fait pas, et je suis d'accord avec vous, si entre nous-mêmes chercheurs aussi, on se combat, on se rappelle de la pivirine, non, qui a été trouvée par le Béninois. Ce sont encore des chercheurs africains qui l'ont combattu, fort malheureusement. D'accord, on l'aura compris. Puis sur la question des équipements, ce que vous disiez est assez clair. Le président a promis d'ailleurs du matériel de recherche de dernière génération. Il a dit c'est d'ici le premier trimestre 2026. Docteur Lopé-Payen, vous vouliez réagir? Oui, oui, par rapport à ce que Mamadou Kabré venait de dire. Les 80% là. Oui. J'ai appuyé même. D'accord. Non, je ne suis pas contre ce que Mamadou Kabré a dit. En termes de responsabilité, comme je le disais là, nous avons aussi une grosse part de responsabilité. Ok, au niveau de la recherche même, de l'enseignement, il y a combien qui défendent la recherche? Ils sont combien? Si vous voulez là, moi on peut convoquer une réunion. Pour appeler les chercheurs à venir s'asseoir pour réfléchir sur les plans de la recherche. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Pourquoi ils ne viendront pas? Ils ne viendront pas. Alors que c'est leur problème premier, ça les concerne le premier chef. C'est ça le problème. Les gens ne se battent pas pour la recherche. Les gens ne défendent pas la recherche. Le professeur Basile Goussou, mon mentor, me disait chaque fois, mais Pépin, vous êtes des salariés, vous n'êtes pas des chercheurs, vous êtes des salariés. Il nous traitait chaque fois des salariés parce qu'on ne défendait pas la recherche. Les gens s'en fichent, il y a beaucoup là, c'est pas là pour lui que le salaire tombe. Et qu'il arrive à produire le nombre d'articles que le CAMES demande pour passer le grade. De grade. Mais quand vous les appelez pour venir réfléchir sur la recherche, il y a combien qui viennent? Même pour réfléchir comment améliorer les conditions de travail. Mais il y a combien qui s'intéressent à ça? Mais c'est ça aussi la réalité. Ouais. Mais voilà ici le chef de l'État qui n'est pas chercheur, mais quand même qui accorde un intérêt et qui commence à s'intéresser à ces questions. Voilà. Mais ceux-là même qui sont concernés, mais il y a beaucoup, ça ne les intéresse pas. Vous convoquez une réunion, ils ne vont jamais venir. Ce n'est pas leur problème. Ils ont les activités à mener ailleurs. Donc nous avons une part de responsabilité. Il faut que nous acceptons aussi faire notre autocritique. C'est ça. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit là, mais quand vous prenez le discours syndical des années 90, mais là,
c'est le discours syndical qui remettait, qui dénonçait en cause les politiques néolibérales sur l'enseignement. Les discours sont là, que ce soit au niveau des syndicats d'étudiants comme au niveau de certains syndicats d'enseignants. Je dis bien certains syndicats d'enseignants. Mais ceux-là qui ont accompagné ces politiques, c'est-à-dire qui visaient ici à mettre à l'écart l'enseignement, mais ce sont les enseignants, les chercheurs eux-mêmes qui ont été complices, les artisans. C'est ça aussi. Au moment où certains dénonçaient, mais il y en a qui étaient là, qui étaient les acteurs. Voilà la réalité. Maintenant, un autre problème qui est là et tout le monde connaît. Pourquoi aujourd'hui on peut parler de retard? Moi, je dirais, les premiers adversaires de la science, là, ce sont même les chercheurs et les enseignants. Oui, je le dis. En clair, quand je vous écoute, il y a un propos du président qui revient dans ma tête. Il a réaffirmé que le Burkina Faso a besoin de chercheurs à la fois compétents et patriotes. Il dit, avoir la tête pleine de savoir ne suffit pas. Il faut aussi avoir le cœur plein de patriotisme. Oui. Même une fois, vous avez posé ce problème ici lors des débats. Mais nous, c'est nous-mêmes qui étouffons la science dans ce pays. Il y a combien de jeunes qu'on a recalés ici parce qu'ils voulaient aller en Europe chercher le savoir? Moi, je suis du milieu. J'ai été étudiant dans ce milieu. Je suis enseignant dans ce milieu. Je sais ce qui se passe. Là aussi, il y a un problème. Il y a un problème. Mais il y a des gens, moi j'appelle ça le phénomène de l'autodestruction. On s'autodétruit. Des gens, parce qu'ils sont nés avant les autres, ils les ont dévancés, ils se retournent pour empêcher les autres d'évoluer. Et peut-être, ça dit vouloir être seul dans leur domaine. Il y a eu toutes ces mentalités, mais c'est de nature à étouffer. Et tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Moi, je me réjouis aujourd'hui de savoir que le président du Faso, le premier ministre, sont depuis produit de l'université mère, qui est l'université Joseph Kizerbo. Donc, quand même, je suppose qu'ils connaissent bien le milieu. Mais nous avons aussi beaucoup de tard. Nous les anciens, ça, il faut le dire. Nous travaillons parfois, c'est-à-dire à détruire, à empêcher les gens d'évoluer. Empêcher les gens d'évoluer. On met des mécanismes en place. Quand le professeur Ouattara Moussa est venu au ministère, il a organisé un CASEM à la salle de conférence pour Cardinal Paul Zungrana, où on remettait, c'était quoi? Que des anciens donnent des notes à des étudiants qui ne les permettent pas de compétir, c'est-à-dire à l'international pour les bourses, pour aller acquérir le savoir. Le CASEM a dénoncé ça et ils ont fait un certain nombre de recommandations. Bon, il n'y a pas eu de suite. Mais là, c'est un ancien chercheur, mais qui est devenu ministre et qui pose le problème. Même quand le professeur Maïga Al-Kassoum est arrivé, mais lui aussi il a dénoncé. Il a pris l'engagement de combattre ceux qui cherchent à être seuls dans leur domaine. Si tu veux être seul dans ton domaine, c'est dire que tu travailles à nuire à des gens pour être seul. Voilà des tares que nous traînons. L'autodestruction. Des gens ont pris l'argent du contribuable. Ils ont eu des bourses ici, aller bosser en Europe. Et quand ils sont revenus, ils ont travaillé ici à nuire aux gens pour demeurer seuls dans leur domaine. Là, ici, il faut le dire clairement. On ne peut pas aller de l'avant avec une telle mentalité. Et il faut qu'on pose le problème, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire. C'est très il faut libérer politique n'est pas. Il faut libérer la science. Il faut que les gens libèrent la science et qu'on donne la chance à tous les Burkinabés de pouvoir accéder. Et je vous dis, je te confie une chose. Il est même parfois plus facile d'acquérir la science dans les pays qu'on appelle impérialistes, même que dans nos propres pays ici. Au regard de tout ce que vous avez dit. Au regard de tout ce que vous avez dit. Il y en a quand ils arrivent à se tirer d'affaires, ça devient un ouf. Il sait au moins là où il part là, si c'est pas qu'il est tombé malade, il va atteindre ses objectifs. Mais là, il y a toujours des requins, des gens qui mettent des systèmes en place pour bloquer les autres. Ça c'est noté. Oui. On va terminer rapidement ainsi on va dire la sortie du président du Faso. Il s'est pas seulement adressé aux chercheurs, il a aussi fait un diagnostic de ce que nous avons comme comportement et tout. Tout à l'heure, je pense que Dr Nebi revenait là-dessus. Il a parlé de la question des danses. Autre phrase aussi, il est revenu sur la question de Miss Burkina. Il est revenu même sur cette jeunesse-là qui devrait plutôt se focaliser sur ce qu'il y a de plus important. Parce qu'il a comme l'impression que on a plutôt cet esprit-là qui est polarisé sur ce qui ne permet pas de changer clairement notre condition, parce que on n'est pas concentré sur la dynamique qui pourrait permettre de bonifier notre situation. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'il revient là-dessus? Est-ce que, en définitive, au fond, quand on regarde, quelquefois certains se plaignent de la dureté des propos, mais est-ce que c'est pas parce que c'est cru et c'est vrai? On a affaire à une jeunesse aujourd'hui qui veut tout, avec tout le monde, partout et tout le temps. C'est pas possible. Je ne veux pas me vanter. Moi, je suis dans un milieu
Ou si tu arrives, tu me vois, tu dis que moi j'ai fait l'école, on va me contester. Moi je travaille dans l'agro-pastoral sans gêne. Mais vous appelez des jeunes pendant les vacances ou à leur temps libre de faire telle activité, c'est pas possible. Mais ils veulent tout de suite, avec tout le monde, partout. C'est pas possible. Donc il y a une mentalité qui est là et ça se comprend. Parce que je ne veux pas culpabiliser quelqu'un, mais M. Blaise Compaoré qui est arrivé aux affaires, il avait besoin de laver son aura et l'argent a circulé à flot. Ceux qui sont nés sous cette génération-là, pour la plupart, ils veulent rien foutre avec leurs 10 doigts si ce n'est pas attendre qu'on leur donne. Et quand ils évoluent dans cette situation-là, c'est tout à fait difficile d'avoir des gens, une jeunesse qui va être capable de prendre la relève et qui va faire du bon travail. Vous les voyez, j'étais la dernière fois, hier, en train de puiser l'eau avec mon polytank. Il y a un monsieur qui est maçon. Il ne fait pas 2 minutes sans tirer sa culotte. Je lui dis, mais écoute, si ta culotte te gêne, mets une ceinture. C'est quel modèle toi tu as à laisser ton slip, ton calbar dehors et tu vois que tu ne peux même pas progresser? C'est quel modèle? Je dis, est-ce que tu sais pourquoi les gens ont ce modèle-là? C'est ceux qui sont dans les prisons aux États-Unis qui veulent justement se faire monter entre homosexuels. Et tu portes ça comme un modèle. Et c'est une différence. Donc il y a des choses pour lesquelles, quand on veut dire aux jeunes là, ils ne comprennent pas. Tu les vois même parfois, ils roulent et en temps ils s'arrêtent au milieu de la voie pour causer entre eux. Je dis, mais monsieur, vous n'êtes pas dans une bonne posture. Il me dit, non, mais la voie là est large. Mais est-ce que ça c'est un mental? Est-ce que celui qui a une remorque va dire, parce que j'ai une remorque, je roule à gauche? Non, il y a des règles pour lesquelles il faut d'abord être discipliné pour pouvoir évoluer. Donc moi je suis d'accord avec ces attitudes là et je pense c'est parce que ça tombe sur les vacances, on amène les gens pour l'immersion patriotique là que ça pose problème. Si on pouvait faire en sorte qu'au niveau des écoles là, on arrive à discipliner davantage les gens, ça allait être une bonne très chouette. Moi j'adhère à ce principe là. Il y a un mental du développement quand on écoute le président et on n'y est pas. Et c'est l'interpellation profonde qui est faite. Je vais vous permettre chacun en une minute de réagir là-dessus parce qu'il y a un deuxième sujet qu'on doit élaguer en 10 minutes parce qu'il ne reste pas plus que ça. Oui, absolument. Je pense que sur ce point-là, le président a tout à fait raison. La façon dont le président pose les problèmes, surtout à l'endroit des jeunes, moi je suis tout à fait d'accord parce que c'est ce que je fais continuellement avec les étudiants quand ils sont en amphi. Je pose les problèmes ainsi. Tout à l'heure, il a pris un exemple qui est assez illustratif. Pas plus tard que le mardi dernier, je faisais cours dans une université privée de Ouagadougou et le délégué qui se lève pour venir prendre le marqueur, mais son pantalon tombe. Je lui ai dit, si demain tu viens ici avec un pantalon qui tombe, ben, tu vas faire pied au mur. Mais c'est à l'université, je lui ai dit ça. Et effectivement, le lendemain, il a porté ceinture. Ça veut dire qu'il a une ceinture, mais il ne la porte pas, il préfère que le pantalon tombe. Donc le président qui interpelle, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont quand même besoin, à un certain moment, qu'on leur dise les choses de façon assez crue. Parce que si nous restons dans cette posture-là, on ne va pas être la génération dont on a véritablement besoin pour booster le développement de ce pays-là. Quand il s'agit de danser, quand il s'agit de, je sais pas moi, de boire, voilà. Quand il s'agit, permettez-moi de remuer les fesses, mais on est premier. Voilà. Mais là où on attend de nous qu'on réfléchisse un peu, qu'on soit un peu sérieux pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, c'est difficile de trouver quelqu'un. Et fort malheureusement, il n'y a pas que les jeunes seulement. Hein. Il y a certains qui ne sont même pas jeunes, mais qui sont dans la dynamique. Tout à l'heure, le docteur Olo a pris le cas. Si vous appelez certains chercheurs, enseignants-chercheurs, de venir réfléchir sur la question de la recherche, si vous prenez une salle de 50 ou 100 personnes, peut-être que ça ne sera pas rempli. Alors que c'est eux-mêmes qui sont encore dans les couloirs, qui disent que les choses ne vont pas. Donc aujourd'hui, je pense que le président, on a un président qui est jeune et qui parle aux jeunes comme il le faut, comme il se doit. Et je pense qu'ils vont comprendre, et chacun véritablement va comprendre que notre pays, pour booster véritablement le développement, a besoin de jeunes également qui soient assez consciencieux et qui prennent la pleine conscience des choses et qui s'engagent véritablement à travers de telle sorte que notre pays ne soit pas le pays qu'on a toujours connu avant. Sur ces interpellations, Dr Loupipin-Yen. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que voilà, si nous voulons être dans une société nouvelle, il faut aussi que nous ayons des comportements nouveaux. C'est ça. Ça va avec. Voilà. Donc, nous avons beaucoup d'états que nous avons hérités de l'ancienne société. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse nous interpeller de gauche à droite et que nous puissions ici, en tout cas, faire une introspection pour voir
voilà, quels sont les comportements qui ne vont plus avec la nouvelle société que nous voulons, afin donc de les laisser tomber et puis renaître. Voilà. Donc c'est comme on lui dit dans les Écritures, nul n'est né d'eau et d'esprit. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sur le nez d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que si on veut renaître, il faut que nous-mêmes nous débarrassons de tout ce que nous avons comme comportement qui ne permettent pas de faire le progrès pour être dans un nouveau royaume. Voilà. Maintenant, la solution ici, c'est quoi? C'est l'immersion. Il faut commencer, ça c'est ce qui s'est passé intéressant. L'immersion, c'est à travers ça qu'on pourra ici rééduquer donc les plus jeunes, voilà, pour qu'ils aient un nouveau esprit qui puisse permettre en tout cas d'aller de l'avant. Voilà. Maintenant, il faut aussi mettre l'accent dans les écoles sur l'instruction civique et autres là. En tout cas, il faut rééduquer donc les jeunes, il faut rééduquer même nous, les adultes, nous devons aussi être rééduqués conformément ici à la nouvelle société que nous souhaitons. En tout cas, le président de façon est revenu sur beaucoup d'autres éléments, l'innovation de la défense nationale. On ne va pas revenir sur tout ça. On avait 2 sujets. Le dernier, lui, va faire office de tour de table parce que c'est quand même une situation qui est plutôt une actualité qui cristallise les attentions. Les opérations de dépouillement ont débuté après donc la fermeture des bureaux de vote samedi en Côte d'Ivoire, hier, après le scrutin présidentiel. Donc le pays attend désormais la publication des résultats. Il faut dire que c'est plus de 8 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes dans plus de 25 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et samedi soir, le président de la commission électorale indépendante a lui indiqué que le taux de participation du premier tour allait avoisiner les 50%. Les résultats donc seront proclamés au plus tard demain, lundi 27 octobre. Déjà, quelle analyse vous faites du déroulé de ces consultations électorales, étant entendu qu'on a vu beaucoup de manifestations avant, on a vu même la décision, par exemple aussi qui concerne Yamoussoukro, de mettre un couvre-feu. Beaucoup se disaient, est-ce que ces élections vont vraiment pouvoir se faire sans heurts? Mais aux nouvelles qu'on voit et à ce qu'on a, ça s'est fait dans un calme relatif. Et quelle analyse vous faites déjà de ce qui s'est passé et de la suite? Étant entendu, je mets tout cela dedans en même temps parce que c'est un tour de table, l'un dernier. C'est qu'on a entendu le président Laurent Gbagbo parler de la suite politique le concernant, sachant qu'il a plein de ses défenseurs qui étaient dans les rues à réclamer beaucoup de choses. On a entendu Thiam qui disait ne pas se reconnaître dans des mouvements violents. Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme incidence sur la suite des choses en Côte d'Ivoire? Voici le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme analyse sur ce qui est en train de s'y passer? Je vais commencer par vous, Mamadou Cabri. Ce que moi j'attends d'exceptionnel, c'est et le taux de participation et le taux que le président sortant va obtenir. En ce qui concerne la situation nouvelle, c'est inévitable que c'est le président Alassane qui sera aux commandes, mais je présage qu'au regard de son âge et vu un certain nombre de choses, il va faire une ouverture. Mais comment il va s'ouvrir? Il va s'ouvrir sur lui-même, il va s'ouvrir sur les autres, mais en tout cas il va faire une ouverture à mon avis, et les uns et les autres aussi vont mettre balle à terre pour pouvoir justement aller, parce que la Côte d'Ivoire en feu, ça n'arrange personne. Mais je voudrais également noter qu'en passant, c'est quand même un rendez-vous électoral qu'ils ont respecté depuis un certain temps, et c'est à l'honneur de ce pays, et il faudrait que justement la proclamation des résultats ne soit pas comme il y a 10 ans, je crois, avec M. Begré, lorsqu'on a annoncé, on a retiré, on a pris ça, on a annulé, on a fait ci, qu'on aille sereinement pour nous donner des résultats, parce que quoi qu'on dise, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça se détient sur l'Afrique, et on va dire les Africains encore, eux, dans le processus démocratique, alors que c'est plutôt des hommes parfois qui sont des brebis galeuses. D'accord. Vous gagnez bien. Oui, moi je pense que c'est vrai, vous l'avez dit avant la date d'hier, on craignait tous que les élections en Côte d'Ivoire ne soient entachées de beaucoup de violence. On les craignait tous parce que personne ne souhaite que la Côte d'Ivoire soit embrasée, et c'est justement parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait un embrasement en Côte d'Ivoire que certains comme nous autres avions à un certain moment dit que c'était bien que ceux qui n'ont pas pu prendre part aux élections et qu'ils ont considéré comme étant une sorte d'exclusion puissent y prendre part pour éviter justement qu'il y ait des contestations. Mais bon, tant mieux s'ils n'ont pas pris part. Et puis hier, les élections se sont relativement bien passées, on dira Dieu merci. Mais vous l'avez dit également, taux de participation d'environ 50%, certainement que ce n'est pas tout à fait joli. Je crois
pas que ça va faire honneur à Alassane Dramane Ouattara lui-même en tant que président. Maintenant, quelle est la suite? Laurent Gbagbo annonce quitter la scène, en tout cas pas la scène politique, parce qu'il a dit en politique il n'y a pas de retraite, mais il sera plus président de son parti. Thiam depuis Paris qui annonce qu'il ne se reconnaît pas dans les mouvements de contestation empreints d'une certaine violence. Ça veut dire que pour moi, même si le taux de participation de M. Ouattara n'a pas été, n'est pas à la hauteur des attentes, il sera le président et puis voilà, ça va couler. Et je ne crois pas qu'il y aura, ça sera comme en 2010. Donc la crise post-électorale qu'on a vécue en 2010 là, alors, je ne crois pas qu'on va tomber dans une histoire comme ça. Personnellement. C'est plié, c'est premier tour, c'est fini. En tout cas, honnêtement, je pense que c'est plié. D'accord. Quel regard sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Dr Loupipé Pouter? Ok, merci. Bon, moi je vois que quelle que soit la situation, en tout cas, Alassane Dramane Ouattara sera élu. Voilà ce que je vois. Bon, moi je n'ai pas encore vu les résultats. Je voyais un peu les résultats de certains Ivoiriens de la diaspora où on présentait un peu au Congo et puis où là. Voilà, et je vois toujours que c'est Alassane qui vient en tête avec une majorité écrasante par rapport aux autres candidats. Donc ce qui me permet de dire que c'est vrai, ce n'est pas une échantillon représentative de tout ce qu'il y a eu comme vote. Mais déjà quand on observe les choses, bon, on voit que c'est lui qui sera le vainqueur. Voilà. Maintenant, quel sera le taux de participation? Parce que c'est là où tout le monde va mettre le doigt. Voilà. S'il n'y a pas un taux de participation quand même à la hauteur des attentes de tout le monde, bon, quand même la démocratie ivoirienne quand même sera un peu écornée quelque part. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est toujours vraiment travailler pour l'unité des Ivoiriens. Parce que la politique a tellement divisé ce pays-là que franchement, je pense que chaque acteur doit comprendre que ça dit que chaque acteur a intérêt à travailler à ce que les Ivoiriens puissent s'unir. Voilà. Sans unité, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui seront, en tout cas, qui pourront se réaliser difficilement. Et même nous-mêmes, quand même, on ressent ça. Voilà. Parce qu'on est tellement liés que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous concerne. Voilà. Donc, personne ne souhaite que ce qui s'est passé en 2010 puisse se répéter après ces élections. Non, on souhaite quand même que voilà, les élections puissent bien se passer, qu'on programme les résultats et que les candidats qui sont candidats acceptent ces résultats-là dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et dans le souci de préserver la paix que tout le monde souhaite. Voilà. Nous irons ensemble à l'investiture du nouveau président. Voilà, donc on souhaite ça, c'est autre chose. Vraiment le dialogue, l'entente, la concorde, la paix, c'est tout ce qu'on souhaite. La paix et la paix. D'accord, on l'aura compris. Merci en tout cas à vous, Dr Loupipé, d'être passé. Okay, merci. Vous êtes sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bon, merci à vous aussi, Boukali Nebié, Dr Boukali Nebié, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes secrétaire général du RISA. Merci à vous, Mamadou Kabré, président du PLITLANAYA. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous toute cette heure et donc avoir votre regard sur ces deux sujets-là. Merci aussi à tous ceux qui ont pu suivre cette émission. On va prendre ici maintenant congé de vous. Espérez vous trouver dimanche prochain pour d'autres sujets et toujours sur ce plateau-là. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien.